Jaballah Hakim, vous êtes virologue, vous êtes ancien directeur de l'Institut Pasteur de Séoul. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie dans le monde, avec à peu près 5 millions de contaminations et près d'1 million, on va dire 800 000 décès. Alors, un cas d'Omicron a été découvert aux États-Unis. Il y a eu quelques mesures, on ne va pas dire des mesures drastiques, mais quelques mesures qui ont touché notamment le mouvement des voyageurs. On parle notamment des voyageurs vaccinés qui peuvent courir le risque d'attraper ou de propager le variant. Qu'est-ce que cela signifie selon vous, professeur? Est-ce qu'aujourd'hui, la vaccination ne nous protège pas contre le variant Omicron? Oui, très bonne question. Donc, aujourd'hui, on est le 10 décembre. Donc, on a enregistré jusqu'à présent plus de 50 cas d'Omicron à travers tous les continents américains. Oui. Donc, il y a des cas qui se sont enregistrés dus à des voyageurs qui ont été en vacances continent africain ou d'autres pays. On ne connaît pas vraiment la chaîne de transmission pour ces gens, mais on a enregistré des cas qui ont été contaminés sur les États-Unis. Des gens qui n'ont même pas de passeport, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais rencontré quelqu'un de l'Afrique du Sud. Donc maintenant, si vous voulez, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Pour la bonne nouvelle, on a terminé la pandémie, donc c'est bien de non plus en parler de cette pandémie. On a commencé une endémie, donc tout le monde devient endémique. Ça veut dire que la peur de la propagation de ce virus, c'est fini. Parce que le virus, il est partout. Et ça devient un tout petit peu un jeu d'essayer de trouver ce virus et d'essayer d'alarmer les gens avec la 5e, la 6e, la 7e vague. Ce qui est important, c'est que les vaccins, ils marchent, ils ont prouvé leur valeur pour réduire la sévérité de la maladie Covid chez les infectés. Malheureusement, ces vaccins n'ont eu aucun effet sur la chaîne de transmission de virus. Donc la chaîne de transmission de virus, elle est intacte, le virus se propage partout. Maintenant, pour la nouvelle variante Omicron qui a vraiment causé beaucoup de panique, de l'hystérie à travers le monde avec toutes ces mutations, moi je pense qu'on voit un changement au niveau de cette propagation virale qui a été la conséquence d'une évolution chez des personnes au Botswana et en Afrique du Sud qui étaient beaucoup plus immunodéprimées que la moyenne du système immunitaire de la population algérienne, si je peux dire ça. Ça veut dire les mutations qu'on a vues, ce n'est pas des mutations alarmantes pour moi, c'est des mutations davantage pour notre système immunitaire de bien connaître la variante Omicron et d'essayer de la combattre. Et jusqu'à présent, donc ça fait plus de 16-17 jours depuis le début de cette panique, il n'y a pas eu qu'un seul mort dans le monde, surtout dans l'Afrique du Sud. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les cas qu'on a vus jusqu'à présent, le dernier qui a été enregistré aujourd'hui en Inde pour la plus jeune personne qui a été infectée par Omicron de l'âge de 3 ans, c'est des symptômes légers, c'est des symptômes similaires à celles de la grippe. Oui, on parle aujourd'hui justement de l'Omicron comme étant un variant présentant un degré de variation justement très important, ou plutôt on parle aussi, on en a parlé en tout cas, d'un nouveau virus. À quel point cela peut être juste ? C'est pas un nouveau virus. Et ça, c'est une confusion pour vos téléauditeurs, téléauditrices. C'est le même virus. Ce virus, on a vraiment causé la panique de dire que ce virus a 50 mutations. Mais ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est que ces 50 mutations sur un nombre total du contenu génomique de ce virus qui est plus de 20 ou 30 000. Donc moi, lorsque je vois ces 50 mutations, ça devient 12 mutations au niveau de la protéine S de la couronne. Et sur tout ce changement, c'est l'équivalent de 2%. Donc c'est le même virus. La chose que j'ai remarqué sur le séquençage de ce virus, c'est qu'il y a des points d'atténuation. Et ce sont des points
très important pour notre système immunitaire de réagir. Et je pense que c'est ça la conséquence, qu'on n'a pas vu encore beaucoup de cas très sévères qui ont développé la maladie Covid-19 tout de suite. C'est parce qu'il y a une réponse du système immunitaire innate qui favorise que ce virus ne va pas tuer beaucoup de gens. Oui. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de recul justement sur les profils des malades atteints par le variant? Est-ce que le profil du malade a changé aujourd'hui? Ce que j'ai constaté, donc maintenant, moi je suis ça avec beaucoup de collègues à travers le monde, donc on a fait un petit résumé des cas qui ont été admis en Inde, en Afrique du Sud, notamment en Angleterre, au Danemark, en Israël et en Allemagne. Et tous ces cas se présentent avec la fatigue, avec la douleur à la tête, avec un rhume, donc il y a une pression sur le nez, il y a l'eau qui coule, et avec une toux sèche et avec une bouche qui devient sèche. Donc c'est les symptômes qui ont été reportés à travers beaucoup de pays aujourd'hui. On n'a pas vu encore un cas qui a développé une dépression respiratoire. Oui. Alors, quand on parle généralement dans la littérature, habituellement des pandémies, on dit généralement qu'au bout de 2 ans, la pandémie tire à sa fin. Aujourd'hui, avec toutes ces mutations du coronavirus, est-ce que ce virus est en train de faiblir? Et si c'est le cas, pourquoi aujourd'hui on voit des vagues très virulentes en Europe malgré la vaccination? Je pense qu'il y a 2 choses qui se passent en même temps durant une pandémie. Donc, durant une pandémie, c'est la propagation du virus. Si on laisse le virus se propager, ce virus va se répliquer. La conséquence de la réplication, c'est les mutations. Donc, il y a des mutations qui donnent un avantage au virus. Il y a des mutations qui sont à un désavantage, qui vont tuer éventuellement le virus. Et donc, une fois qu'on a, si vous voulez, 30 ou 40 différents virus avec de différentes mutations, c'est la concurrence pour la dominance. Et ce qu'on a bien appris à travers la variante Delta. Maintenant, durant cette période de 2 ans, on a vu beaucoup de malgestion de cette pandémie. Et c'est la conséquence qu'on voit. Ce virus il devient beaucoup plus un pathogène qui est très similaire à une bactérie qu'un virus, par exemple le virus de la grippe. Et ce virus maintenant a un cycle à peu près de 2 à 3 mois. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple en Europe, l'Allemagne a enregistré plus de 100 000 cas aujourd'hui, la France 50 000 cas, l'Angleterre à peu près 50 000 cas. C'est la conséquence de 2-3 mois en arrière. Donc on va aller au mois de juillet, août, septembre, de voir ce qui s'est passé du point de vue de barrières sanitaires, gestion de la pandémie, et la conséquence de ça, on va voir après. Maintenant, la vaccination. La vaccination n'a pas touché la chaîne de transmission du virus, n'a aucun effet. La vaccination a sauvé beaucoup de vies parce qu'on a pu voir que le stress au niveau des hôpitaux s'est réduit à peu près moins de 5% des gens vaccinés, mais ça reste 95% des gens non vaccinés. Donc je suis d'accord avec mon confrère, le professeur Gigi, qu'on est en train de voir durant cette pandémie une nouvelle crise des gens qui ne sont pas vaccinés. Absolument. Et c'est cette crise qui devient importante pour s'en sortir de cette situation, et je pense qu'on ne peut pas régler ça dans les prochains mois à venir. Lorsqu'on voit des pays comme le Portugal, par exemple, le pays le plus vacciné d'Europe, qui a annoncé de revenir aux mesures de contrôle de l'épidémie aujourd'hui avec la propagation justement de la Covid, alors le pass vaccinal, l'obligation du masque dans les lieux publics, est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui que la vaccination ne suffit pas? Et à quel point ces mesures sont-elles efficaces pour limiter justement la propagation de la Covid? Oui, effectivement, on a maintenant beaucoup de data qui suggèrent que la vaccination n'est pas suffisante à éliminer le virus ou éliminer la chaîne de transmission.
Moi, je suis beaucoup plus favorable dans tout ce qui est barrière sanitaire, c'est beaucoup plus le port du masque, surtout pour les gens qui sont dans des endroits clos, des gens qui sont dans leur bureau de travail, par exemple, les gens qui sont dans la supérette, les gens qui sont dans les supermarchés. En dehors de ça, je pense que ça devient beaucoup plus une étape d'une éducation continue de la population vis-à-vis de tout ce qui est vaccination, tout ce qui est protection vis-à-vis de ces barrières sanitaires. Le plus grand problème que je vois aujourd'hui, et c'est un problème qui devient apparent et beaucoup de gens commencent à vraiment voir la réalité de ces vaccins, c'est qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est vacciné et quelqu'un qui n'est pas vacciné. Ils peuvent avoir la même charge virale, la durée de la charge virale c'est entre 5 et 7 jours et la seule différence, c'est le développement de cette maladie sévère du Covid-19. Pour les gens qui sont vaccinés, je pense que la transmission du virus au sein d'une population vaccinée n'est pas freinée, elle est continuellement. Ce qui est remarquable au Portugal, ce que j'ai bien apprécié de la manière dont ils ont géré leur pandémie, bien qu'ils ont des frontières terrestres avec la France et l'Espagne, c'est qu'ils ont réduit l'hospitalisation à moins de 1000 par rapport à d'autres pays sur le même continent. Et tout ce qui est réanimation est moins de 50 ou de 100. Et ça, c'est des choses qui sont très bien vis-à-vis de atteindre le même pourcentage de 70% de vaccination. L'autre chose qui est très importante, c'est la densité humaine dans ces pays. Donc le Portugal, c'est pas la France, le Portugal, c'est pas l'Allemagne et c'est pas l'Espagne. Donc c'est un pays qui n'est pas très peuplé. Et à part les capitales et quelques villes comme Porto, il n'y a pas une densité humaine qui est assez forte pour une chaîne de transmission continue. Et donc lorsque maintenant le cas du Portugal en particulier, ils ont achevé un équilibre avec le virus. Donc c'est continuer les cas de contamination, le stress sur tout ce qui est infrastructure de santé, elle est constante. Et maintenant, il y a l'introduction d'un nouveau pathogène. Et si l'Omicron arrive au Portugal, ça veut dire qu'il y a un nouveau pathogène qui va rencontrer les pathogènes existants qui sont en équilibre. Donc, on va faire une autre course de dominance. Et je pense que c'est la raison que beaucoup de pays ont peur de cette propagation rapide de l'Omicron, ce qui est normal pour un virus qui entre dans un autre groupe de virus et commence à faire la concurrence de dominance. On a peur aujourd'hui, justement... Oui, allez-y, terminez. Oui, je pense, pour moi, la vaccination, je suis à 100% pour la vaccination. Et aussi, si même les gens, on ne peut pas les pousser à respecter toutes les barrières sanitaires qu'on est en train de faire, rien que de respecter le port du masque. Parce que ces vaccins ont la seule faiblesse qu'ils ont, ils n'offrent aucune protection mucosale au niveau du nez, au niveau de la bouche. Et c'est les points importants d'entrée du virus. Et si on peut bloquer ça avec un masque, je pense qu'on va réduire, pas complètement éliminer, mais réduire la chaîne de transmission de ce virus. Oui, alors réduire la chaîne de transmission, c'est important. On parle aujourd'hui aussi d'une troisième dose. Au départ, on parlait uniquement de doses de vaccin. Aujourd'hui, on insiste sur cette troisième dose. Est-ce qu'elle peut justement faire en sorte que les nouveaux variants, l'Omicron notamment, n'échappent pas à l'efficacité de la vaccination ? Oui. Est-ce qu'une troisième dose, est-ce que la troisième dose permet justement d'optimiser les résultats de la vaccination, c'est-à-dire l'Omicron ou n'importe quel variant n'échappe pas à l'efficacité de la vaccination ? Moi, je veux vous dire ce que j'en pense de la troisième dose, où la troisième dose, elle est vraiment nécessaire. Et donc, moi, je pense pour les gens qui sont âgés de 16 ans jusqu'à 65 ans, moi, je ne pense pas qu'il est vraiment nécessaire pour tout le monde d'avoir une troisième dose. Pour beaucoup de raisons.
Et la raison primordiale importante, c'est le développement des maladies auto-immunes. Pour les gens de plus de 65 ans, on sait que leur système immunitaire fonctionne à un maximum de 10 à 20%. Et donc, pour ces gens-là, ils ont passé le stage de formater leur répertoire immunitaire. Donc, c'est un répertoire qui ne va pas changer beaucoup parce qu'avec la vieillesse, on a une réduction de toutes les cellules immunitaires qui vont nous protéger. Pour ces gens-là, je suis tout à fait d'accord. Pour les gens avec des comorbidités, notamment les gens qui ont déjà des maladies auto-immunes où ils sont sur des traitements pour contrecarrer ça, donc ils sont devenus dans un sens immunodéprimés, je suis pour la 3e dose. Pour les gens moins de 16 ans, moi j'ai un point d'interrogation parce que je n'ai pas encore compris la valeur de cette 3e dose, même pour le deuxième âge groupe de 16 à 65 ans. Ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a appris dans la nature, ce que les gens ont fait depuis des siècles, la vaccination a été toujours définie par 2 doses. Maintenant, c'est devenu, si vous voulez, une obsession de beaucoup de ces compagnies pharmaceutiques qui produisent le vaccin, en nous disant à chaque fois qu'il y a une diminution de ces anticorps dans le sérum, c'est la panique. Et pour moi, ça me fait rigoler parce qu'on a complètement oublié les 90% de protection qu'on a dans notre système immunitaire, qu'il n'y a personne qui est en train de se poser ces questions. Donc, la 3e dose, je pense, c'est clair, les groupes qui nécessitent ça. Pour le reste, je pense qu'il ne faut pas qu'on blâme les gens qui se sont vaccinés par la conséquence des gens qui ne veulent pas être vaccinés. Oui. C'est ça ce que je vois. Je vois parce que ces gens-là ont accepté de faire les 2 doses, donc ils deviennent beaucoup plus sublimes à la 3e. Et comme vous avez remarqué quelques jours, le PDG de Pfizer a même dit pour les Britanniques qu'il faut la 4e dose. Donc on ne va jamais s'en finir avec ces doses. C'est ça aussi qui fait que beaucoup de gens soient réticents aussi à cette vaccination, c'est qu'on a parfois l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Le taux de vaccination reste très insuffisant. Selon vous, à quel point cela nous expose à un risque de fragilité? À quoi doit-on s'attendre dans cette nouvelle vague? Je pense qu'on est déjà dans un risque de fragilité qui s'est développé, je pense, depuis le début de l'annonce de la vaccination par le ministre de la Santé. Et je pense que c'est un très grand problème, pas seulement pour l'Algérie, mais pour beaucoup de pays. Et je pense que la raison principale que beaucoup de pays souffrent, c'est la mobilisation et c'est l'éducation des gens, de comprendre c'est quoi un vaccin et pourquoi il faut qu'on l'utilise. Et ça, c'est très important parce qu'en 2021, tout le monde est branché sur l'Internet, donc il y a de l'information sur les réseaux sociaux de gauche à droite, et les gens, ils vont croire ce que l'Internet va leur dire que ce que professeur Gigi ou moi peuvent leur dire. Oui. Oui, ça, je pense, c'est une psychologie pour les gens qui sont complètement branchés sur l'Internet. Avec la vaccination, malheureusement, on a 2 problèmes. Le premier problème, c'est toutes les annonces qui ont été faites par les gouvernements des pays forts, je veux dire les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, et par l'OMS, l'organisation primordiale à nous protéger. Et ces gens-là ont dit qu'une fois qu'on est vacciné, c'est la fin de la pandémie. Et donc, pour tout le monde qui est en train de faire la chaîne pour se faire vacciner, il va voir son portable et son portable va lui dire d'écouter, après à peu près on a vacciné 45% de la population globale. C'est pratiquement 4 milliards de personnes. Rien n'a changé vis-à-vis de la gestion de cette pandémie. Donc ces gens-là vont avoir un recul très important vis-à-vis de la vaccination. Et l'autre problème, c'est les fake news. Il ne faut pas qu'on les oublie. Moi, je reste toujours étonné quand un prix Nobel va dire que si vous allez vous faire vacciner, vous allez mourir dans 2 ans. Et ça, c'est très étonnant pour des gens de dire des choses pareilles. Donc, pour la personne qui regarde l'Internet chaque jour, c'est de l'information très importante pour eux. C'est dans un sens de la peur. Et je pense que cette peur
on n'a pas vu beaucoup de pays qui l'ont attaqué. Ils ont parlé de ça, ils ont parlé avec les grands compagnies de réseaux sociaux tels que Facebook, tels que Google, mais ce n'est pas la faute de Facebook ou Google. Les gens vont partager cette information 24 sur 24. C'est au gouvernement de se mobiliser avec des campagnes d'information, avec des campagnes d'informer les gens et d'aller au point de les convaincre de se faire vacciner. Moi, je suis complètement contre le pass sanitaire. Aux États-Unis, le président Biden a un pouvoir exécutif énorme. Il n'a pas pu faire aucun pass sanitaire. Il n'a même pas pu faire un mandat pour les gens qui travaillent dans le gouvernement fédéral de se faire vacciner. Et ça nous dit qu'avec toute l'information qu'on a jusqu'à présent, donc on est dans un désavantage vis-à-vis de, si vous voulez, du marketing des vaccins et de la conséquence qu'on a vacciné toutes ces populations. Donc maintenant, il faut qu'on revienne à un point de départ et de commencer à se mobiliser avec des campagnes d'information et d'expliquer aux gens la valeur au point de nécessiter ce que je constate beaucoup, notamment en Algérie, qu'on ne parle pas des effets secondaires des vaccins. Justement, j'allais vous en parler, puisque vous parlez du flux d'informations et des fake news. Il y a aussi la part des effets secondaires également, parce que quand on prend un médicament, c'est parce qu'on est malade, mais quand on se fait vacciner, on est quand même sain. Donc, on réfléchit à deux fois. Quand on sait qu'il y a des effets secondaires et qu'on entend qu'il y a des personnes qui sont décédées ou qui ont des personnes qui ont eu des myocardites ou des personnes qui ont eu des troubles neurologiques, c'est quand même assez dissuasif, professeur Jaballah. Absolument, tout à fait. Moi, je pense que l'Algérie, parmi d'autres pays où il y a, je pense, une politique de ne pas parler des effets secondaires ou tout ce qui est négatif de ces vaccins. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'effets secondaires, hein, professeur Jaballah, sur les vaccins chinois. Et en même temps, on n'a pas vacciné beaucoup de monde non plus. Hein. La vaccination reste quand même à 20%. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'effets secondaires. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ce que je peux vous dire avec tous les vaccins, peut-être avec l'exception des vaccins à base pasteurienne, donc le Sinovac, Sinopharm, tous les autres vaccins, s'il y a d'y avoir un effet secondaire, on va le voir 20 minutes après la vaccination jusqu'à 5 jours. Oui. Si on ne voit rien entre 20 minutes et 5 jours, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Maintenant, dans beaucoup de pays, on fait un suivi. Dans d'autres pays, on ne fait pas de suivi. Donc, si on ne fait pas de suivi, donc on va prendre la décision qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais les effets secondaires, il y a les effets adverses et il y a des effets secondaires. Il y a des effets qu'on peut prendre en charge et ça prend quelques jours et le problème est terminé. Il y a d'autres, peut-être que c'est des effets qui vont rester pour l'éternité chez cette personne et avec le temps peuvent devenir graves. Oui. Mais lorsqu'on voit les statistiques, et c'est ça ce qui est important, on a vacciné plus de 4 milliards de personnes sur cette terre. Donc, si on va se concentrer sur des pays où il y a une transparence de tout ce qui est effet secondaire des vaccins, moi, lorsque je vois ces datas, je n'ai pas peur. Parce que les mêmes choses qui arrivent sont équivalentes aux mêmes choses qui arrivent avec le hasard. Les vaccins n'ont pas doublé ou triplé le hasard. Oui. On reste toujours avec des situations qui arrivent 1 sur 1 million. Et c'est les mêmes indications qui peuvent arriver au hasard, oui. Même pas sans être vaccinés. Donc pour moi, si les personnes sont informées, si on leur donne de l'information, de leur expliquer la différence qu'il y a, je pense que les gens qui sont très informés n'auront pas de problème de se faire vacciner. Merci beaucoup, professeur Jaballah. On comprendra donc que la marge bénéfice est très importante. Merci d'avoir été avec nous depuis les États-Unis. Je rappelle que vous êtes virologue, vous êtes ancien directeur de l'Institut Pasteur de Séoul.